Bonjour. Je suis très heureux d'avoir été invité à participer à ces deux journées de réflexion sur l'industrie, parce que ça fait, je dirais, un certain temps que j'ai pris conscience de l'importance de l'industrie dans la vie nationale et dans la définition des niveaux de vie. Je crois que j'ai pris conscience des menaces pesant sur l'industrie vers 1998. J'avais publié un livre qui s'appelait L'illusion économique, dans lequel je voyais les effets destructeurs ou potentiellement destructeurs du libre-échange. En 1999, dans la réédition de ce bouquin, mon protectionnisme implicite ou explicite est passé à l'échelle européenne. J'ai eu le sentiment que la bonne échelle de protection des économies industrielles, c'était l'Europe. Et je vais essayer de vous expliquer ce matin rapidement, en 10 minutes, 15 minutes, pourquoi je me suis trompé. Donc je vais admettre une erreur, je vais essayer d'expliquer, ça n'est pas courant, c'est un exemple. Je me donne en exemple aux gens qui nous gouvernent et qui ont construit une monnaie qui ne marche pas, et l'euro, et je me dis, on peut reconnaître ses erreurs, on peut dire qu'on s'est trompé. Alors c'est vrai que mon erreur n'a eu aucune conséquence pratique. Alors, la raison pour laquelle j'étais favorable à l'idée de protectionnisme européen, c'est qu'il y a une mécanique du libre-échange, qui produit à l'échelle mondiale une compression des salaires. La première compression qu'on imagine, c'est l'effet des salaires chinois, indiens ou de l'extiers-monde sur les salaires, je dirais, européens. Et cette compression des salaires induit une sorte de phénomène de compression générale, de compression de la demande et de rétrécissement de tous les revenus, de tout ce qui est possible. Ça met dans une sorte de logique de rétrécissement. Et je crois que cette année, les champs de commerce et d'industrie sont touchés massivement par cette logique de rétrécissement, si j'ai bien compris les dernières mesures gouvernementales. Alors, l'idée du protectionnisme européen, c'était de protéger l'Europe dans son ensemble au niveau des frontières, donc protéger l'Europe et donc son industrie, par des barrières tarifaires d'un type ou d'un autre, et pour empêcher cette compression des salaires, et pour permettre une remontée des salaires, une remontée de la demande globale dans un espace européen qui aurait défini d'autres trajectoires de croissance qu'on ne peut même pas imaginer et qu'on n'aura pas à imaginer d'ailleurs parce que ça ne se produira pas. Alors, qu'est-ce qui s'est produit en fait et qu'est-ce qui m'a amené à considérer que cette solution, je veux dire, rationnellement pas invraisemblable, c'était une bonne logique. L'Europe était jusqu'à très récemment la première masse industrielle de la planète, son autosuffisance, sa capacité de négociation, tout ça aurait été un très beau projet. Je suis très surpris d'ailleurs que les européistes fous, dont je ne suis pas, ne se soient pas emparés de cette idée. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai pris conscience petit à petit en lisant les articles et contributions d'économistes que je qualifierais de mainstream, pas particulièrement révolutionnaire, Xavier Timbaud de l'OFCE ou Patrick Artus, plutôt dans des activités de secteur privé, et qui ont mis en évidence, il y a déjà plusieurs années, le jeu allemand particulier dans l'espace européen et dans la zone euro. Le jeu allemand, c'était, je dis jeu, il n'y a pas du tout de jugement de valeur, je veux dire ce que fait l'Allemagne, et je ne fais que résumer les conclusions. Les Allemands ont fait une politique traditionnelle, je dirais, de désinflation compétitive, de compression du coût salarial, et donc économie de l'offre, efficacité, tout ce que l'Allemagne vient faire. Et j'avais été très frappé dans une contribution d'Artus. Artus posait la question de savoir est-ce que les Allemands jouaient consciemment contre leurs partenaires européens, contre leurs partenaires de la zone euro. Et la réponse d'Artus était oui. Et petit à petit, j'ai fini par comprendre ce qui se passait et qui va finalement au-delà du cas particulier. Je pense que la globalisation, dans ses effets de compression des salaires, est mal comprise. C'est-à-dire ce qu'on pense spontanément, c'est on pense aux émergents, on pense à ces salaires très bas, aux délocalisations, et puis on pense à l'Europe et on se dit l'Europe groupée serait plus efficace, etc. Mais ce qui se passe, c'est pas ça. C'est-à-dire que bien sûr qu'il y a ce jeu de concurrence salariale et de rétrécissement, mais les affrontements qui se produisent concrètement ne sont pas des affrontements
salariaux entre les pays les plus lointains des autres, les plus loin des autres. C'est-à-dire chaque pays, s'il a une politique rationnelle, nationale, égoïste, va plutôt chercher à se sauver en bouffant des parts de marché de ses voisins les plus proches. Si vous faites une politique de désinflation compétitive en Europe et que vous obtenez une baisse de 10 à 20% du coût salarial, vous ne faites aucun effet aux Chinois. À une époque où les taux de salaire chinois étaient 20 fois plus bas. Par contre, vous avez un effet massif, compétitif, sur vos voisins, la France, l'Italie, si on est l'Allemagne. Et de même, d'ailleurs, symétriquement, lorsque la Chine contrôle la valeur de sa monnaie et la maintient à un niveau trop bas, je veux dire, c'est une erreur complète de s'imaginer que c'est dirigé contre nous ou contre les Américains. C'est dirigé contre le Vietnam, contre l'Indonésie, contre les pays qui pourraient devenir concurrents de la Chine dans le domaine du bas salaire. Et donc la réalité, c'est que ce qui s'est passé en Europe n'est pas du tout une solidarité de situation face aux émergents, mais une compétition interne aggravée, et la globalisation a fait de l'Europe, qui était un projet unitaire, collectif, un champ d'affrontement économique. Et on a vu donc l'Allemagne bouffer des parts de marché. Bon, actuellement, je dirais, le seul pays qui se permette un déficit commercial en Europe, c'est la France. Il fait comme si c'était une grande puissance impériale comme les Américains, puisque la compression des revenus et des réformes structurelles italiennes, espagnoles, ont mis ces pays à l'équilibre économique. Et bien entendu, l'Allemagne prélève un énorme, surplus commercial sur ses voisins. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que pour comprendre ce qui se passe vraiment, il faut aller plus profondément dans l'explication de ces différences nationales. Le projet européen est un projet unitaire, une volonté de vision de l'Europe comme un ensemble homogène. Je dirais c'est la vision des inspecteurs des finances, peut-être même des gens de la Cour des comptes, hein, ou du Conseil d'État, une vision très abstraite, très française. On pense en termes d'hommes universels, de sociétés atomisées, d'individus égaux, et on ne voit pas ce qu'est la réalité de l'Europe. La réalité de l'Europe, moi je la vois en historien et encore plus en anthropologue, comme quelqu'un qui a travaillé sur les systèmes familiaux et qui sait que les cultures nationales existent. Donc il y a des cultures en Europe qui sont profondément individualistes dans leur centre, la France, l'Angleterre, et il y a des cultures qui sont spontanément collectivistes, ethnocentriques. Pourquoi? Pour des raisons de tradition familiale. La famille française traditionnelle, dès la fin du Moyen-Âge, c'était papa, maman, les enfants, tout le monde se disperse au moment du mariage, comme maintenant en fait. Et puis les enfants sont égaux, des règles d'héritage égalitaire bien antérieures à la Révolution. L'Angleterre, je dirais, c'est individualiste, la même chose en pire, puisqu'il n'y a même pas de règles d'héritage égalitaire. Mais si vous analysez les structures familiales allemandes du Moyen-Âge, on trouverait les mêmes au Japon d'ailleurs, autre pays qui se comportent de la même manière dans la globalisation, et bon, on trouverait au contraire des familles très compactes, avec désignation d'un héritier unique, des rapports d'autorité et un fort contrôle, je dirais, de la collectivité sur l'individu. Et ça veut dire que même si vous définissez des règles uniformes sur un continent, ce qui est le projet européen, et si vous définissez une monnaie commune, vous obtenez des effets très différents selon les pays. C'est-à-dire, dans un pays comme la France, vous obtiendrez une sorte de jeu, je dirais, presque loyal, c'est-à-dire l'individu consommateur se comportant librement sur un marché, prenant ce qu'il y a de moins cher, sans référence à la nationalité. Ben, il existe. Les Anglais aussi sont comme ça, tout à fait, presque encore plus. Mais si vous êtes dans un pays comme l'Allemagne ou à l'extérieur le Japon, ça ne marche pas du tout comme ça. C'est-à-dire, indépendamment des règles, l'individu consommateur libre au sens de la théorie économique n'existe pas. Il y a un jeu collectif. Les entreprises allemandes sont solidaires. Il y a un patronat allemand solidaire. Il y a des fonctionnements hiérarchiques autoritaires qui permettent la compression des salaires, qui permettent surtout une sorte de l'exercice d'une préférence nationale dans la consommation, je veux dire, qui se passe de toute règle. Alors quand on est au Japon, c'est une sorte d'évidence.
Et quand on a travaillé sur la comparaison des sociétés allemandes et japonaises, je dirais, on voit que ça fonctionne comme ça. Et bien entendu, je dirais, dans cet univers, je veux dire, l'Allemagne s'est trouvée, je dirais, comme un poisson dans l'eau. Et on a vu se réaliser, je dirais, la plus énorme erreur de stratégie économique qui ait jamais été conçue. Sur l'euro a été conçu, je dirais, pour tenir l'Allemagne après sa réunification, pour l'empêcher de, je ne sais pas quoi, je ne sais pas ce que les gens qui ont construit cette monnaie espéraient, mais ils ont fabriqué une sorte d'espace fermé dans lequel la France ne pouvait plus utiliser son arme de gestion habituelle, qui était la dévaluation. La technique française de gestion du coût du travail, c'est par la dévaluation. Et elle s'est privée, la France s'est privée, je dirais, de cette arme de la dévaluation. Il me reste combien de temps? 5 minutes. 5 minutes. Donc il y a une sorte de cataclysme, mais bien entendu, je veux dire, cette erreur est en un sens excusable. Je veux dire, vraiment, les élites françaises ont dans la tête une sorte de modèle universaliste de l'homme et du fonctionnement des sociétés qui explique cette espèce de confiance dans la capacité du monde extérieur à faire comme les Français, à se comporter de façon individualiste à l'échelle européenne. Voilà, donc on en est là. Alors, et bien entendu, une fois qu'on est arrivé à la conclusion que les nations européennes, ou certaines des nations européennes, jouaient un jeu tout à fait individuel, personnel, égoïste dans l'espace européen, je veux dire, on ne peut plus s'accrocher, je veux dire, à l'idée de protectionnisme européen. Je veux dire, ça crée une situation, je dirais, très particulière, parce que c'est vrai que la notion de protectionnisme national, je veux dire, n'est pas fondamentalement réaliste. Je veux dire, il y a des rapports de force, il y a une taille de l'économie française qui est, je dirais, le contraire d'optimal dans tous les compartiments du jeu. Si vous êtes à une échelle de type américain, vous pouvez faire une politique impériale libre-échangiste et vous produisez le dollar qui est la monnaie du monde. Si vous êtes un petit pays comme la Finlande ou la Suède, avec un très haut niveau de vie, un très haut niveau éducatif de l'ensemble de cette très petite population, vous pouvez trouver une sorte d'ajustement personnel dans cet espace, dans ce champ de force européen qui est devenu le lieu d'une bataille pour la survie. Si vous êtes à l'échelle française, vous êtes vraiment, je dirais, au pire en termes de taille. Vous avez une taille suffisante pour essayer, je veux dire, pour ne pas être capable de vous en sortir tout seul, mais vous n'avez pas une taille suffisante pour vraiment peser d'une masse considérable. Donc je pense, sur le fond, que si on parle d'industrie, de protectionnisme, ce qu'on peut faire est assez limité. Alors, il y a quand même une chose fondamentale qu'on peut faire et qui serait le test, je dirais, de la conversion du gouvernement français au patriotisme économique. On a un indicateur. L'euro est vraiment, je dirais, l'euro est un anti-protectionnisme pour la France. Je veux dire, c'est une monnaie qui ne marche pas, on le constate, qui a mis la France dans une position absolument défavorable en termes de compétition industrielle ou autre, et bien entendu, la première chose à faire serait, pour la France, la sortie de l'euro. Je veux dire, c'est très étonnant pour moi de dire ça maintenant, car il faut bien voir qu'on est dans une situation culturelle très très particulière. Nous avons une monnaie européenne dont l'échec est avéré. L'Europe est devenue le cauchemar du monde économiquement. On nous dit, on s'excite actuellement parce que le PIB va augmenter peut-être de 0,3% dans l'année 2013, en oubliant d'ailleurs de préciser que comme la population, elle, va augmenter de 0,5%, ça signifie que le niveau de vie, le revenu par tête, va baisser de presque 0,2%. Et si on intègre la montée des inégalités
et si on s'intéresse plutôt aux revenus médians, ça veut dire qu'on est déjà dans une phase de baisse de niveau de vie tout à fait accentuée. Donc mais je ressens un sentiment d'étrangeté à devoir répéter pour la millième fois que l'euro empêche tout redémarrage industriel réel dans un pays comme la France. Des mesures d'encouragement, je veux dire, à l'industrie, des mesures ponctuelles, un État plus interventionniste, plus stratège. Oui, bien sûr, tout ça. Mais d'abord, avant ça, le rôle de l'État, avant d'intervenir sur telle ou telle branche, le rôle de l'État est de créer des conditions macroéconomiques favorables pour les entreprises. Et cet État se refuse à le faire. Je veux dire, nous avons une classe politique qui se refuse à prendre la seule décision stratégique qui pourrait, dans les années qui viennent, sauver l'industrie française. Donc, bien sûr, le patriotisme économique, et ça n'est pas notre choix. Je ne fais pas du tout partie de ces gens qui pensent qu'il y a un bon patriotisme et un mauvais nationalisme. Je ne pense pas comme ça. Je pense que c'est la même chose, c'est plus ou moins violent. Je veux dire, dans la notion de patriotisme, dans la notion de nationalisme, il y a l'idée d'un égoïsme national. Ça n'est pas la peine de le nier. Mais bizarrement, c'est dans cet égoïsme national que le meilleur des hommes aussi, au terme de sentiment de solidarité, peut parfois s'exprimer. J'ai lu récemment un très beau texte d'un philosophe politique écossais de l'époque des Lumières, Adam Ferguson, qui était un copain d'Adam Smith, et qui présente une vision, c'est un essai sur l'histoire de la société civile, dans lequel il présente, je dirais, l'individu comme appartenant toujours à sa collectivité, et où il souligne que l'égoïsme national, en fait, est aussi le lieu du meilleur de l'expression des sentiments altruistes entre Français. Et ça n'est pas beau, mais le vrai drame, c'est pas du tout ce débat philosophique ou moral n'a en lui-même aucun sens. Le vrai drame, c'est que les Français ne sont pas conscients, et les élites françaises, je dirais sans doute encore moins que la population française, que la décision a été prise ailleurs. Car les autres pays d'Europe sont dans des politiques nationales. Donc on est dans une situation très particulière, la France, le dernier pays d'Europe qui n'a pas compris le retour des nationalismes économiques et qui continue de se comporter, je veux dire, comme si on était dans le monde du passé où on ne devait pas se défendre. Donc je conclurai très simplement en disant que, bon, en ce qui concerne les techniques, je veux dire, de protection économique, de protection de l'industrie, d'encouragement à l'industrie, bien sûr un État interventionniste, mais là aussi je suis pessimiste parce que la meilleure chose, je veux dire, qu'aurait pu faire l'État, qu'aurait pu faire ce gouvernement arrivant avec des projets de réforme à un moment donné où on s'intéresse de nouveau à l'industrie, on a compris que ça va être soit l'industrie, soit la baisse du niveau de vie radicale, comme en Angleterre, où ils ont foutu en l'air une partie encore plus importante de leur base industrielle. Les deux premières mesures d'un gouvernement croyant sincèrement à ce projet industriel, c'était la sortie de l'euro et le contrôle du système bancaire, dont les activités financières sont devenues maintenant largement anti-industrielles et ne sont plus tournées vers le soutien à l'industrie. Ça n'est pas en créant une banque d'investissement spécifique, je veux dire qu'on remédiera au fait que les grandes banques françaises font beaucoup plus du jeu financier que de l'encouragement à l'industrie. Ces deux mesures n'ont pas été prises et elles ne le seront pas, on sent bien. Et donc on arrive je veux dire, à la conclusion, et je suis je suis historien et un peu citoyen, je ne suis plus du tout militant sur ces questions, ne croyez pas du tout que je sois hystérique, mais nous devons admettre qu'il ne se passe pas grand-chose, et je dirais que ce qui me fascine, et je conclurai là-dessus, en France, c'est, je vois dans ces décisions qui ne sont pas prises, ces analyses très simples de la posture défavorable de la France dans la zone euro par effet d'une construction monétaire absurde qui nous empêche de gérer nous-mêmes notre propre monnaie, qui nous enferme dans une gestion absurde de la dette publique à laquelle les Anglais, les Américains, les Japonais échappent parce qu'ils ont leur propre monnaie. Et je suis fasciné qu'on parle. Le sujet, c'est le patriotisme économique. Donc il faut parler du patriotisme. Mais le premier patriotisme, je veux dire, dont il faut parler et sur lequel il faut s'interroger, c'est le patriotisme de nos classes dirigeantes
de notre caste dirigeante. Je trouve ça tout à fait extraordinaire. Je veux dire, la réalité de la France, est-ce que les élites françaises se rendent compte simplement que la France n'est plus un pays indépendant depuis qu'elle n'a plus de monnaie? Ils font semblant. Moi, je suis convaincu que les opérations militaires foireuses projetées sur la Syrie sont le résultat d'une sorte de mauvaise conscience d'un groupe dirigeant qui n'arrive pas à admettre qu'il n'est plus indépendant. Je veux dire, donc on doit obéir aux décisions de la banque centrale qui est en Allemagne. On a nos complexes d'infériorité traditionnels et injustifiés d'ailleurs vis-à-vis des Allemands. Je dirais, pour se faire les nerfs, je veux dire, on se propose de balancer quelques missiles dans le monde arabe. Vous voyez, je décris une totalité historique de l'instant. Et parce qu'on n'ose pas s'avouer qu'en fait, le président de la République française n'est président de rien du tout parce qu'il n'a plus le contrôle de la monnaie nationale, quand j'ai très mauvais esprit, j'ai très mal dormi, donc je vais me laisser aller. Je me dis, François Hollande n'est pas le président de la République française, nous devrions dire le vice-chancelier Hollande, puisque le contrôle de la monnaie, qui est une partie de l'État, est en Allemagne. Je crois que je vais terminer là-dessus, ça me paraît très bien comme chute. Ne terminez pas, Emmanuel Todd. Venez vous mettre à côté de moi.